Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, oui je sais, je suis un peu à la bourre, mais bon, vaut mieux tard que jamais, je vais vous parler de Green Book, sur les routes du Sud, ce film dont tout le monde parle depuis quelques semaines, sorti il y a d'ailleurs un peu plus de 2 semaines en France, et multi-nominé aux Oscars. Un film qui va dans cette mouvance actuelle, double mouvance d'ailleurs, quand on suit un petit peu les sorties ces derniers temps, entre le biopic et la dénonciation, la critique du racisme aux États-Unis envers les Noirs. Là, ça mélange un peu le tout, mais sur une tonalité beaucoup plus légère, beaucoup plus humoristique que par exemple Si Bill Street pouvait parler ou The Hate You Give, sorti récemment. Forcément, quand on voit le réalisateur, on comprend pourquoi. Parce que ce Green Book a été réalisé par Peter Farrelly, dont c'est le premier film en solo, lui qui avait fait plusieurs comédies potaches avec son frère Bobby, les frères Farrelly, forcément. Vous avez certainement déjà entendu parler ou vu, voire aimé les Maris à tout prix. C'est un de mes films, c'est pour le moment mon film préféré des frères Farrelly. Délire d'adolescent pur, vraiment. Les Dumb and Number ou encore Fou d'Irène. Voilà, c'est lui. Enfin, c'est eux qui avaient fait ces films-là, pardon. Mais pour la première fois, Peter Farrelly vole de ses propres ailes. Alors, on reconnaît un peu la patte Farrelly sur le côté humour. Donc, il y a l'humour beaucoup plus sérieux quand même et plus fin. Sur le côté road trip aussi, parce que quand on y pense, là, c'est un road trip, donc sur les routes du sud en plus, clairement. Et voilà, Food Irene ou Dumb and Number, c'est aussi côté road trip ici, en sillonnant un peu l'Amérique et compagnie. Voilà. Donc, on retrouve ces bases-là, mais avec un contexte beaucoup plus grave, et donc biopic, parce que biopic, voilà. Il y a pas mal de biopics en ce moment à Hollywood, et là c'est la véritable histoire du pianiste noir Don Shirley qui, dans les années 60, a sillonné les routes du Sud et a fait plusieurs concerts à des endroits où les Noirs étaient plutôt mal vus, malvenus, mal accueillis, et donc en pleine ségrégation raciale. Voilà. Et pour ce faire, forcément, il s'est attaché voilà, les services d'un garde du corps chauffeur, parce que fatalement, c'est pas évident. À certains endroits, sa vie pouvait être menacée. Un chauffeur joué par Viggo Mortensen, donc, sachant que le pianiste est joué par Mahershala Ali. On va revenir sur les acteurs, parce qu'ils sont quand même vraiment bons dans le film. Un Italien, voilà, garde du corps italien, très très brut de décoffrage, un peu raciste aussi, qui va donc apprendre à connaître et à accepter au niveau tolérance ce pianiste noir, très raffiné et cultivé. Voilà. Et donc tout le film, pour moi, se base avant tout sur cette relation amicale en train de naître, qui va évoluer tout au long du film, entre deux hommes que tout oppose. C'est un véritable message de tolérance, ce film, et je l'ai apprécié pour ça. Parce que c'est à la fois léger et grave, vraiment bien écrit, avec un humour qui fait mouche. On passe un très bon moment, la salle était bondée d'ailleurs, là j'en ressors, il y avait du monde et tout le monde rigolait. C'est un film qui fait du bien, même s'il ne va pas forcément assez loin. On pourrait parfois le regretter. Il y a quelques scènes qui nous mettent potentiellement mal à l'aise, mais ça va jamais au bout, enfin au bout. Disons que ça reste tout public et que ça reste très sage. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce film a été multi-nominé aux Oscars, certainement d'ailleurs. Et je le rapprocherai un peu de Black Klansman, sorti l'année dernière, même si Black Klansman m'avait encore plus marqué, parce qu'il y avait vraiment une sorte de décalage burlesque bien plus fou, je trouve, avec l'histoire de base d'ailleurs aussi, qui était un biopic. Mais voilà un film qu'on peut rapprocher donc à l'œuvre de Spike Lee sorti l'année dernière. Donc un bon film, clairement. Et un film qui va marquer ce début d'année. Je ne sais pas du tout où je le classerai par rapport à ce que j'ai déjà vu. De toute façon, j'ai décidé de ne faire aucun bilan personnel des films sortis cette année avant au moins le milieu de l'année. Parce qu'on peut toujours être biaisé par le ressenti à chaud. Surtout là, quand je fais une critique, j'en sors du film. Donc voilà. Alors, avant de raconter peut-être un peu plus d'histoire et tout, petit focus sur les acteurs. Parce que Viggo Mortensen et Mahershala Ali sont tous les deux nominés d'ailleurs, et ils le méritent, je pense, aux Oscars. Même si j'aurais plutôt vu l'inverse, Viggo Mortensen il est nominé lui dans le meilleur rôle, voilà, meilleur acteur, Mahershala Ali dans le meilleur second rôle. Pourtant, il me semble quand même que le focus est plus mis sur le personnage donc de Don Shirley. C'est un biopic, bon après c'est un biopic sur les deux, mais c'est bizarre d'ailleurs que ce choix, je trouve. C'est pas forcément une critique, je me pose la question. Voilà, je m'interroge. Pourquoi Viggo Mortensen meilleur acteur,
donc premier rôle, et Mahershala Ali, meilleur second rôle. Pourquoi pas l'inverse? Ou pourquoi pas les deux nominés dans meilleur premier rôle, meilleur acteur? Après tout, ça s'est déjà vu, il me semble. Je sais pas si ça s'est déjà vu, tiens. Deux acteurs nommés pour un même film dans le rôle de meilleur acteur. À vérifier. Bref, bon, pourquoi pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le film donc fait mouche pour son côté road trip, son côté feel good, son côté émotion aussi, parce que y a quelques thèmes intéressants centrés autour des deux personnages. Vous avez donc d'un côté ce pianiste noir, solitaire, cultivé, qui va donc partir dans le sud et on ne sait pas trop pourquoi. On comprend très vite parce que en fait il a envie de se reconnecter à ses racines et peut-être prendre part à sa façon à la lutte anti-ségrégation aux États-Unis. On voit d'ailleurs qu'il est plus ou moins pote apparemment avec le président Kennedy, qui a été l'un des acteurs menant à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Donc, quelque part, lui, le pianiste isolé, très loin donc, des méandres du Sud, qui est riche, qui vit en haut du Carnegie Hall à New York, donc dans la richesse et dans la tranquillité, il va mettre les mains dans le cambouis et partir en sorte de pèlerinage pour aller sur les traces d'un de ses grands frères, on va dire, d'un de ses exemples, peut-être, même si c'est pas vraiment le même style de musique qu'il joue, Nat King Cole, qui, donc je pense que c'est vraiment arrivé en vrai, puisque c'est un biopic, a été tabassé lors d'un concert, je crois, dans l'état d'Alabama, et il voulait donc terminer là-bas pour montrer que oui, les Noirs peuvent peut-être être acceptés, ou enfin aller au bout donc de ce postulat-là de stand up for your rights, quoi. Voilà, on est là, et nous ne sommes pas que des entertainers, des divertisseurs, parce que c'était un peu ça malheureusement aux États-Unis à l'époque, et pas que dans le Sud. En gros, beaucoup de racisme, mais on aimait bien le noir qui faisait sa musique et tout, qui divertissait à la radio ou à la télé. Voilà. Et il a envie d'être plus que ça. Ici, Don Shirley. Et le film le montre très bien, avec beaucoup de subtilité. Donc il y a ce côté-là. Et on accentue aussi le fait que le gars, il est seul, visiblement pas trop de famille, et qui souffre de cette solitude-là. Et que, en face de lui, donc, son garde du corps italien, c'est totalement l'inverse. Diamétralement opposé. C'est un gros beauf, raciste, on le voit au début du film. Donc, le personnage de Viggo Mortensen, qui joue bien quand même, l'italien cliché et tout, un petit peu, on se croirait dans un film à la Scorsese, hein, des fois. Bon, bref. Mais ça marche super bien. On le voit donc au début du film, à un moment, il y a des réparateurs noirs qui viennent dans la maison et tout, ils boivent un coup parce que sa femme leur offre à boire, machin. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les verres et il les jette à la poubelle en mode... Donc, un Italien qui pourtant vit dans une certaine pauvreté, il doit se démerder en faisant des petits boulots assez illégaux. Il est videur de boîtes, mais il vit aussi de petites arnaques. C'est un baratineur, le gars. Voilà, c'est un tchatcheur, il essaye d'embobiner les gens pour gagner de l'argent, machin. Il vit quand même dans la pauvreté et avec une famille nombreuse. Donc totalement l'inverse donc, de son nouveau patron, celui qui l'engage, là, Don Shirley. Mais bizarrement, pas trop dans la tolérance non plus, et il va avoir des clichés racistes pendant pratiquement tout le film. Envers les Noirs, oui, mais aussi envers les Russes, qui confond, il confond russe et allemand. Et puis voilà, bref. C'est là où on suit en fait l'évolution de deux personnages. Le premier, donc le pianiste noir, qui peu à peu, on va dire, fracture sa carapace, très mystérieux, un peu détaché de tout au début, mais on voit qu'il souffre et qu'il a pas mal de blessures en lui, sans rien révéler pour l'instant. Je ferai peut-être une partie spoiler à la fin quand même, pour dire peut-être un truc, pas qui m'a gêné, mais pour accentuer un de mes bémols du film, je serai obligé de faire une partie spoiler. Alors qu'en face, vous avez l'italien, lui aussi va évoluer, hein, forcément. Enfin, l'italo-américain, il va évoluer de beauf raciste à acceptation et tolérance, machin, tout ça. Et puis l'amitié entre les deux va naître. Et elle est assez touchante, cette relation amicale, d'autant plus qu'on sait qu'elle est vraie. Voilà. D'ailleurs, à la fin du film, on insiste bien, pendant le générique, on insiste bien sur des vraies images pour montrer que c'était des histoires vraies. Ça renforce quand même l'émotion, je trouve, même si c'était pas forcément utile, mais bon, il faut s'y attendre dans des films comme ça. Et ouais, j'ai bien aimé l'évolution de l'amitié, et puis avec cet humour qui est vraiment fin, et puis des petites scènes touchantes, comme quand le pianiste aide l'italien à écrire ses lettres, parce qu'il a aucun vocabulaire, il parle que de bouffe tout le temps, d'ailleurs il est toujours en train de bouffer, voilà. Viggo Mortensen, je sais pas combien de kilos il a pris pour jouer ce rôle, mais enfin voilà, c'est trop drôle.
est toujours en train d'avoir pensé à la bouffe et en mode fumer une cigarette. Bon, bref, c'est les deux opposés qui finissent par se rejoindre et se comprendre. J'aime bien ce genre de film. C'est feel good, c'est positif, et quand on sait que c'est une histoire vraie, certainement un peu romancée, mais quand même vraie au niveau de l'amitié, ben ça touche et ça donne de l'espoir en l'humanité, j'ai envie de dire. Voilà. Ce message, c'est le message principal du film, quoi. Vous pouvez être dans tous les carcans que vous voulez, l'être humain a un potentiel d'évolution, et si on le met dans un certain contexte, potentiellement va ouvrir les yeux et s'enrichir. Et c'est un peu ça donc qui m'a plu dans le film. Bon, évidemment, ça ne marchera pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont cons, qui sont profondément racistes et qui le resteront, malheureusement. Voilà. Ou intolérants d'ailleurs, dans le sens général, pas forcément que le racisme. Bref, ça marche, ce film marche. Et puis les acteurs sont très bons, les seconds rôles sont bien pensés aussi. Les situations sont à la fois amusantes et crispantes, notamment autour de la police, autour de... à un moment, il y a dans un bar, le noir est pris à partie. Puis c'est un témoignage fort, vibrant et assez réaliste de la ségrégation donc dans les États du Sud à l'époque, avec ces hôtels que pour les Noirs, ces bars réservés aux Noirs, le fait qu'on interdise aux Noirs de manger avec les Blancs, à un moment aussi il ne peut pas aller dans les toilettes pour hommes, parce que les toilettes pour Noirs. Voilà, donc ça fait mal, et puis ouais, ça fait mal parce que quand tu regardes ça, tu te mets à la place des Noirs, même si t'es un pauvre, enfin ouais, t'es un blanc de la classe moyenne, machin, en France, rien à voir, donc du coup, dans les années 2010, forcément t'essayes de te mettre à la place de façon humaine, et tu te dis, quand même, comment on a pu en arriver là, comment ça a pu autant perdurer, oui, il y a eu l'esclavage, tout ça, mais comment cette tradition, d'ailleurs, le terme est, et cité à un moment pour justifier un patron de restaurant qui dit à un moment oui mais c'est les traditions et tout, en mode totalement désinvolte. Ça va même au-delà du pur racisme, ce qui se passait dans le Sud à l'époque. Certes, il y avait des gros racistes et tout, mais il y en avait certains qui perpétraient cette tradition ancestrale et qui le faisaient presque inconsciemment. Le film le montre un peu aussi, même si c'est quand même raciste, hein. Ceux qui faisaient ça, voilà, il y avait quand même un fond raciste évident. Bref, ça le montre plutôt bien, mais léger bémol, donc quand même, malgré tout, c'est que ça aurait pu aller plus loin, peut-être. Mais c'était pas la tonalité du film. Donc je vais pas reprocher à Peter Farrelly de ne pas avoir peut-être abordé plus durement certaines choses, même si en surface on voit. Voilà, par exemple, il se fait tabasser dans un bar, arrêté par un flic de façon abusive à un moment, mais ça ne va pas forcément plus loin. Mais bon, feel good movie avant tout, message de tolérance sans forcément trop insister sur les moments beaucoup plus durs. Voilà, c'est certain que peut-être même que lui-même, Don Shirley, a vécu des moments plus difficiles. En fait, les moments difficiles ne sont qu'évoqués vraiment, notamment donc, ce qui est arrivé à Nat King Cole quelques années avant l'histoire, donc le contexte de l'histoire ici décrit. Voilà. Donc, est-ce que je vais partir sur des spoilers pour les bémols? Ouais, quand même. Parce que je suis obligé, parce qu'il y a un moment, il y a une petite révélation sur le personnage de Don Shirley. J'ai pas envie de vous gâcher celle-ci. Et puis il y a un message sur la fin aussi qui... C'est pas que ça m'a dérangé, mais qui prouve que ce film est un film à Oscar et hyper académique. Et c'est presque dommage. Mais bon, c'était très attendu, c'était évident qu'on allait en arriver là. Donc, spoiler quand même. Voilà. Spoiler parce qu'on apprend à un moment, et c'est presque inattendu, quoique je l'ai senti venir, je sais pas pourquoi, mais inattendu un peu quand même, on apprend que le personnage de John Shirley a une fois arrêté tout nu avec un homme et donc homosexuel aussi. Ce qui sous-entendrait qu'il a menti à un moment à son garde du corps chauffeur en lui disant qu'il a été marié et tout, ou pas d'ailleurs, hein, parce que peut-être qu'il a été marié, peut-être qu'il est bi hein, aussi. D'ailleurs c'est un peu ça que je reproche en fait, c'est d'avoir mis ça en avant, et d'avoir complètement balayé ça ensuite. Alors ça aurait pu aller dans le graveleux cliché aussi, donc c'est assez subtil et bien écrit aussi, mais le fait de l'avoir montré comme ça, on aurait attendu que ça ait une répercussion particulière sur la fin du film. Mais en fait, ce n'est là que pour montrer en fait que le personnage de Tony Lip, donc le garde du corps italien, Tony Lip, de son vrai nom Tony Vallelonga, le nom que personne n'arrive à prononcer dans le film d'ailleurs, c'est trop drôle. Bref, c'est juste pour montrer que Tony a évolué positivement et du coup ne porte pas de jugement sur ça. Bon, ok. C'est sûr que s'il y avait eu cette révélation de l'homosexualité au tout début,
je suis pas certain que Tony aurait eu la même réaction. C'est-à-dire, c'est lui qui lui sauve la mise, etc., en corrompant la police. D'ailleurs, la police, elle prend cher dans le film encore. Corruptible à souhait. Là, juste, enfin, et raciste. Bon, il y a que à la fin, il y a un flic, la veille de Noël, qui les laisse passer. Bref. Et ça m'amène justement à la deuxième petit bémol, la fin. Toute la fin du film, c'est miracle de Noël, fin bisounours ultime, tout va bien, c'est Noël, et ça se termine en repas familial chez donc Tony et sa famille, où même Don Charlie revient et est invité, et donc va finir le film en ramenant sa petite bouteille de champagne avec la famille de Tony. Génial. Happy end, parfait, tout ça. Je ne sais pas si c'est peut-être vraiment arrivé en vrai, mais en gros, dès que donc le dernier concert, qui n'a pas lieu d'ailleurs, finalement il refuse de chanter à Birmingham dans, dans la dernière étape du périple prévu, parce que on lui refuse la table du restaurant, donc il va ailleurs. Et, et à partir de là, c'est happy end sur happy end. Il finit dans un bar pour noirs où il va jouer du jazz. Voilà, on se lâche un peu, machin, sous les yeux d'Anthony qui acclame et tout le monde l'acclame et tout. Bon, ok, pourquoi pas. Là, on rentre quand même dans une sorte de cliché. Le film joue avec les clichés, mais sur la fin, quand même, il le fait un petit peu maladroitement pour vraiment arriver à une note positive ultime. D'ailleurs, il y a un cliché, la dernière parenthèse, qui m'a fait rire, c'est le cliché du poulet frit, du Kentucky Fried Chicken. D'ailleurs, ils vont vraiment dans un Kentucky Fried Chicken, c'est peut-être avant même que ça devienne connu, KFC, à l'époque. Et il y a tout ce cliché sur les Noirs aiment le poulet frit, alors qu'en fait, Don Shirley n'en avait jamais mangé de sa vie. Et le pire, c'est qu'il aime ça. Bon, bref, peu importe. Puis à la fin, c'est cliché miracle de Noël. À la fin, c'est film de Noël. Donc, le concert final qui se passe bien donc dans le bar noir. Puis ils rentrent. Ouais, il neige, alors ils vont pas arriver au bout. Mais si, grâce à un flic qui leur dit vous avez crevé, changez le pneu et joyeux Noël et tout. Alors que peut-être ils seraient tombés sur un autre flic, ils auraient fini en tôle. Et puis voilà, Tony n'arrive pas à conduire, il est crevé, bah, c'est Don Shirley qui va prendre le volant et qui va ramener son garde du corps chez lui à temps pour Noël. C'était la promesse qu'il avait faite à sa femme. Et oh là là, c'est trop beau, machin. Tony l'invite à passer Noël avec sa famille. D'abord Don refuse, puis après se retrouvant seul chez lui, avec le poids insupportable de cette solitude qu'il ne veut plus avoir à subir, il décide d'accepter avec un peu de retard l'invitation de son chauffeur garde du corps, tout ça, et son nouvel ami surtout, accolade finale, et tout le monde est heureux, bisounours Disney jingle. Voilà, bon, on n'avait peut-être pas besoin de ça, mais finalement c'est logique, la tonalité du film nous amène à ça, et on ne peut être que content pour nos deux personnages que ça se termine comme ça. Voilà, c'est un film voilà, qui te touche la corde sensible, tu deviens faible avec ce genre de film, voilà. C'est vraiment une belle réussite, quoi. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est que peut-être on ne va pas assez loin. Voilà. Peut-être sur le thème de l'homosexualité, qui est donc effleuré, mais qui n'a aucune véritable conséquence. Limite, on se demande pourquoi c'est là, tel que c'est présenté. Ça ne sert à rien, si ce n'est à montrer la tolérance donc vraiment profonde dont fait preuve Tony Lip, qui a complètement changé par rapport au début du film. Et donc cette fin, qui est waouh. Donnez-nous les Oscars, c'est pour nous vite. Parce que je pense franchement que ce film va rafler l'Oscar du meilleur film. Voilà. Je dis pas qu'il le mérite. Je dis pas qu'il ne le mérite pas. Mais en tout cas, il va l'avoir. Pour moi, c'est le gros favori. Ça me paraît évident. Et est-ce que Viggo Mortensen aura l'Oscar du meilleur acteur? Je pense pas. Il a fait mieux. Il est bon hein, dans son rôle italien, machin. Et l'évolution du personnage est touchante. Mais il a fait mieux, Viggo Mortensen. Je sais pas s'il a déjà eu l'Oscar. S'il l'a pas eu, il risque de lui donner pour l'ensemble de sa carrière ou je sais pas quoi. Par contre, Mahershala Ali, si on lui donne pas l'Oscar du meilleur second rôle, c'est un scandale. Voilà, je vous le dis. Parce qu'il aurait peut-être dû l'avoir pour l'Oscar du meilleur acteur déjà. Bon, bref. Alors, je sais plus qui est nominé, mais franchement, il est excellent. Alors, c'est pas lui qui joue du piano en vrai. Il est doublé par un pianiste professionnel. Beau montage numérique certainement là-dessus. Mais bon, au-delà du jeu de piano et tout, il est à fond dans son personnage. Et je l'ai trouvé tellement touchant, tout en retenue. La classe. Voilà, son jeu d'acteur, c'est la classe dans ce film. Voilà. Et à noter, et dernière anecdote, je finirai là-dessus, j'ai été finalement beaucoup plus bavard que prévu, comme d'hab, parce que je pensais pas faire trop long, là, je n'étais pas en grande forme, je vous avoue, après une semaine assez difficile. Dernière chose à dire, le scénario a été coécrit donc par Peter Farrelly, mais aussi
un certain Nick Vallelonga, qu'on voit dans le film. Parce que c'est le fils de Tony Vallelonga. On le voit, je crois que c'est le grand-fils, ou le fils, ou le jeune, je sais pas, on voit les enfants et tout. Et c'est son fils qui a coécrit le scénario. Voilà. C'est drôle, non? Bref. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi, décidément, le gars, il arrête plus jamais sa vidéo, quoi. Tony Lip, qui s'appelle donc Tony Vallelonga en vrai, a une carrière au cinéma et dans des séries. Il a joué dans Les Sopranos, notamment, après cette histoire vraie. Donc il a eu une carrière à Hollywood, un peu, de second rôle, et il a eu un rôle important dans Les Sopranos. Voilà, la série, donc, sur la mafia et tout. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour, et si j'ai oublié quelque chose après avoir déblatéré comme ça pendant je sais pas combien de minutes, c'est que franchement, j'ai parlé pour rien dire. Mais bon, ça m'arrive souvent, je crois. Allez, à la prochaine. Ciao.